Voilà, donc effectivement, on va vous présenter donc la recherche dans laquelle on a été impliqué en tant que masterand tous les deux, donc sur 2 masters différents. Donc, moi, je suis Antoine Matran, je suis un psychiatre au centre expert des troubles bipolaires et donc on avait été masterand aussi sur ce projet, sur un cursus, un double cursus sciences cognitives et ingénierie. Alors, je me suis permis un petit rappel théorique pour ma partie psychiatrique sur en tout cas le trouble bipolaire. Donc c'est une pathologie psychiatrique qui est assez fréquente, qui touche quand même 1 à 3% de la population française et qui est caractérisée par des alternances de phases de l'humeur, donc des phases de l'humeur dépressive ou hyperthymique regroupant hypomaniaque ou maniaque, qui sont un peu l'inverse de la dépression. Le trouble bipolaire est défini en différents types, notamment le type 1 et le type 2 principalement. Et là, j'ai mis une petite courbe qui explique donc les fluctuations thymiques qu'on peut observer. C'est une pathologie psychiatrique dont le diagnostic est assez difficile. Le retard diagnostique en France était estimé à peu près à 10 ans. Maintenant, on a un petit peu baissé aux alentours de 8 ans. Mais ça reste un retard diagnostique qui est important. Et ce retard diagnostique, il a des conséquences parce que les traitements qu'on utilise dans ce trouble sont différents des traitements utilisés dans les autres troubles psychiatriques. Donc du coup, il y a un retard thérapeutique qui est aussi présent à cause du retard diagnostique. C'est une pathologie où il y a une forte héritabilité. C'est pas une maladie génétique en tant que telle, mais en tout cas, il y a une héritabilité, une transmission des gènes de vulnérabilité à développer le trouble. Le constat clinique qu'on pouvait faire, en tout cas dans la prise en charge des troubles bipolaires, des personnes qui présentent des troubles bipolaires, c'est qu'on observe quand même un profil neurocognitif, neuropsychologique qui serait différent, avec des difficultés et des plaintes cognitives, même en dehors des phases donc, du coup, de l'humeur. La psychiatrie a essayé de se rapprocher de la neurologie, était peut-être un peu envieuse de tous ces examens paracliniques qu'elle avait à disposition. Elle a essayé du coup de trouver des substrats organiques qui pourraient faciliter le diagnostic, notamment pour réduire ce retard diagnostique. Alors ça s'est passé par l'IRM dans un premier temps. L'IRM, pour le coup, a été beaucoup utilisé, mais n'a pas pu établir de consensus, ni de biomarqueurs, en tout cas, de cette pathologie sur l'analyse de l'IRM. Là, j'ai mis une image sur l'analyse en fait, de l'épaisseur corticale. Il y a quand même certaines études qui montrent des différences d'épaisseur corticale, mais ça ne fait pas de consensus, en tout cas dans la littérature, ce qui est rappelé dans cette méta-analyse de l'UVL. Donc, étant donné qu'on n'arrivait pas à trouver vraiment de différence sur le plan morphologique, on s'est attardé à essayer d'analyser le fonctionnement cérébral, notamment par l'analyse de l'EEG, qui avait montré quand même des résultats assez intéressants, qui permettaient notamment de différencier donc quelqu'un qui fait une dépression dans le cas d'un trouble bipolaire, de quelqu'un qui fait une dépression mais qui n'a pas de trouble bipolaire. Donc c'était déjà des résultats qui sont assez intéressants donc dans l'analyse du rythme alpha justement. Mais en tout cas, actuellement, c'est pas du tout utilisé le EEG en pratique clinique de routine et courante pour l'aide au diagnostic. Alors, toujours dans le fonctionnement cérébral, et notamment en lien avec ce qu'on pouvait observer en clinique, il y a eu beaucoup d'études aussi sur l'analyse du fonctionnement cérébral, notamment en neurocognition. Et ce qui a pu être observé, c'est qu'effectivement, les troubles cognitifs ont été objectivés par des tests, donc de multiples tests sur différents champs, sur différents champs cognitifs. Et ce qui est ressorti aussi, c'est une difficulté qui serait liée à la régulation de l'émotion, notamment donc, la régulation émotionnelle qui serait déficiente comparativement aussi donc, à une intensité émotionnelle ressentie qui serait plus forte, ce qui est assez en adéquation avec ce que les patients peuvent décrire. Ils décrivent souvent une labilité émotionnelle, c'est-à-dire des émotions assez fortes ressenties, un manque de régulation, ce qui fait que les émotions prennent une proportion trop grande et qui les gênent, en tout cas au quotidien. Et ça, c'est des perturbations qui sont présentes tout le temps, pas forcément que dans les périodes d'euphorie ou dans les périodes de dépression. Donc progressivement, il sort aussi donc l'hypothèse d'un profil particulier, notamment sur le champ des émotions. Et cette intuition-là, elle avait pu quand même être confirmée relativement par des études en imagerie fonctionnelle, notamment en IRM fonctionnel. Et c'est un petit peu ce qui est résumé dans cette méta-analyse, où ils ont recensé toutes les études qui étudiaient justement le fonctionnement cérébral par IRM fonctionnel lors de la passation de tâches avec des stimulus émotionnels.
Et on voit effectivement donc une suractivation chez les patients qui ont un trouble bipolaire, une suractivation au niveau de l'amygdale, et pourtant donc une sous-activation au niveau des régions préfrontales, donc de régulation, plutôt impliquée dans la régulation de l'émotion par rapport à des personnes qui n'ont pas de trouble bipolaire. Avec le constat de tous ces éléments, on s'est posé donc la question, effectivement, peut-être qu'il y a un fonctionnement cérébral qui est différent, donc chez les personnes qui ont un trouble bipolaire dans un champ assez précis. Et on se demandait si, est-ce qu'en pouvant donc objectiver ce fonctionnement différent chez des personnes qui ont un trouble bipolaire, est-ce que le fait après de voir ce fonctionnement et de l'objectiver aussi par une analyse du fonctionnement cérébral en EEG et NIRS, est-ce que ça permettrait de faciliter le diagnostic en fait, est-ce que ça permettrait de pouvoir donner un risque de développer la maladie ou un risque d'avoir la maladie? Effectivement, donc, comme je l'ai dit, le EEG a été beaucoup utilisé en temps fréquence, l'IRM aussi, mais il y a quand même des limitations à l'IRM, notamment ce qui a pu être dit tout à l'heure, bon, c'est pas le même problème, mais nous, par rapport au passage de tâches ou des choses comme ça permet beaucoup moins de liberté. Alors que la NIRS, qui est une technique du coup donc de spectroscopie proche infrarouge, qui permet d'avoir en fait l'oxygénation du cortex cérébral, donc pas des zones profondes, mais simplement de la périphérie du cerveau. Ça permettrait d'avoir donc ce que peut apporter un petit peu l'IRM fonctionnel, mais tout en faisant un EEG et en faisant passer une tâche. Donc ça serait particulièrement intéressant parce que on estime quand même que le fonctionnement cérébral serait quand même le reflet d'un couplage neurovasculaire, c'est-à-dire qu'il y a une activation électrique qui se produit lorsqu'on réalise une tâche, lorsqu'on fait fonctionner le cerveau, et il y a une réponse hémodynamique à cela, c'est-à-dire qu'il y a un afflux sanguin qui va être plus important, un afflux de métabolites, un afflux donc de substrat énergétique, et donc une vasodilatation qui serait visible en IRS, en plus de ce qui est visible en EEG par l'activation électrique. De ce fait, on a voulu donc utiliser de manière couplée ces deux techniques, donc l'EEG et la NIRS, pendant la réalisation d'une tâche de Stroop émotionnel. On verra que une tâche plutôt d'interférence émotionnelle, mais donc mettant en jeu ce circuit de la régulation émotionnelle pour voir si on arrive à objectiver ce fonctionnement différent de la régulation émotionnelle chez ces patients avec donc l'analyse EEG-NIRS pour pouvoir, in fine, avoir un examen paraclinique qui permette de faire un diagnostic en psychiatrie, ce qui n'est actuellement pas le cas. Donc c'est une étude qui est menée depuis déjà plusieurs mois, voire même plus d'un an en fait, avec l'aide notamment d'Émilie Cousin et l'aide d'Aurélie Campagne de la plateforme IRMAGE. C'est une étude qui nécessite beaucoup de sujets. Là, vous voyez le nombre impressionnant qu'on veut inclure pour pouvoir en fait, dans l'idée après, faire du machine learning sur toutes ces données. Données donc, de couplage neurovasculaire. Pour ce faire, donc, on a utilisé un Stroop émotionnel qui a été fait sur donc, le logiciel ePrime 3, où on a une période de resting state de 3 minutes, parce qu'on quand même dans la littérature, l'analyse du resting state et l'analyse des rythmes alpha était quand même extrêmement fournie, donc on se disait que c'était intéressant aussi d'ajouter cela à notre recherche, surtout pour l'EEG en fait. Donc il y a une période de resting state de 3 minutes et ensuite il y a des blocs d'entraînement avec des photos de valences émotionnelles différentes, donc des valences émotionnelles positives, négatives ou neutres. Chaque bloc a une valence émotionnelle et donc il y a 6 blocs et les photos sont entourées d'un cadre rouge ou vert et en fait les patients doivent répondre le plus vite possible en indiquant la couleur du cadre. Je vais vous montrer ensuite un exemple. Donc ça c'est le schéma expérimental donc, de la tâche qui comporte quand même un temps conséquent entre l'apparition des images, qui est en fait indispensable pour observer la réponse hémodynamique qui est observée en IRS, avec donc les 6 blocs et le bloc d'entraînement. Et ça, c'est un exemple des photos. Donc là, c'est des photos à valence émotionnelle plutôt neutres, qui sont entourées d'un cadre de couleurs, et les personnes, les sujets doivent désigner la couleur du cadre en appuyant donc, sur un clavier le plus vite possible, tout en regardant normalement donc, le centre de l'image, c'est la consigne qu'il aurait donnée. Donc on a réalisé un bonnet donc homemade EEG NIRS parce qu'effectivement à l'époque où on le faisait, en tout cas il n'y en avait pas beaucoup qui étaient encore disponibles sur le marché. Donc un bonnet qui permet donc l'acquisition simultanée de ces deux informations, et puis on a pu synchroniser donc les données avec des triggers qui sont générés par la tâche. Je vous mets une petite image
du bonnet. Donc ça c'était la première version. On a dû après changer le placement des optodes, et ça finalement c'est la dernière version qu'on utilise, donc qui commence à être un peu fatigué avec les trous des anciens placements. Mais du coup voilà, c'est le bonnet qu'on utilise actuellement avec les optodes de NIRS en jaune et en bleu, et puis les électrodes EEG. Actuellement, on a quand même pu inclure 70 sujets en moins d'un an, parce qu'on a pris quasiment un an en fait pour la mise en place du setup. Et donc là, on a commencé depuis moins d'un an, on a pu inclure 70 sujets, mais il reste encore beaucoup de patients à inclure. Donc on a pu faire quelques analyses intermédiaires, surtout pour se rassurer un petit peu nous sur le bien fondé de cette recherche. On a essayé de retrouver des résultats qui étaient déjà présents dans la littérature par rapport à tous les résultats qu'on a d'analyse, qu'on a quand même 70 sujets, donc c'est conséquent, pas encore suffisant pour le machine learning, mais pour les analyses qu'on a faites là, c'est déjà intéressant. Et donc c'est pour cette partie que je vais laisser Mohamed vous expliquer un petit peu le traitement des données qu'on a effectué. Merci. Donc, je vais présenter un peu les données, les résultats qu'on a pu obtenir justement grâce à cette étude. Donc, ces résultats ils se déroulent en 3 parties. On a étudié la tâche expérimentale, toujours dans l'idée d'observer un peu cette interférence émotionnelle. Donc, on a séparé la population en plusieurs groupes, les bipolaires de type 1, de type 2, les personnes dépressives et les sujets sains. Donc, on a fait une étude sur une population totale de 51 personnes. Donc, ce qu'on mesurait justement, c'était les délais de réponse, mais aussi le taux de réussite à la tâche expérimentale. Toujours dans l'idée de voir si justement un temps de réponse plus long, significativement plus long, pouvait être corrélé justement avec une difficulté à réaliser la tâche, notamment due à un déficit de régulation émotionnelle. Mais également, on a observé, on a étendu l'analyse à d'autres groupes. On voulait justement voir si chez les personnes apparentées au premier degré, c'est-à-dire les parents, les frères ou les sœurs de personnes atteintes de troubles bipolaires, est-ce qu'il y avait justement un profil neurocognitif différent. Et on a pu montrer justement que dans ces groupes, il y avait le groupe apparenté, il y avait justement un temps de réponse et également un temps de réussite significativement différent que chez les individus sains, mais également aussi entre les euthymiques 1 et les euthymiques 2, ce qui était assez inattendu. Par contre, on a fait une étude intragroupe, interconditions, pour voir si justement il y avait des différences au sein des conditions. Est-ce que les sujets, par exemple bipolaires, mettaient plus de temps à répondre quand la dimension émotionnelle était plus forte, négative ou positive, en comparaison à une dimension émotionnelle neutre, comme les images neutres. Donc ça, c'était fait une ANOVA et des tests de Tukey pour voir si justement les moyennes étaient significativement différentes. Donc là, c'était pour les différentes analyses sains vs apparentés, mais aussi entre euthymique 1 et euthymique 2. Ensuite, on s'est intéressé à l'EEG, notamment en se basant aussi sur la littérature qui a été faite à ce sujet, pour essayer de voir justement s'il n'y avait pas des profils différents dans le fonctionnement cérébral des personnes bipolaires. Donc, ce qu'on a pu faire, c'est faire une transformée en ondelettes et étudier justement la tâche expérimentale, en parallèle faire une étude fréquentielle justement des signaux acquis, vraiment dans le but de voir justement les changements transitoires pendant la tâche et lors de l'apparition du stimuli. Donc on a calculé des scalogrammes grâce à la transformation. Donc on a à gauche le scalogramme brut chez le groupe sain, et également à droite chez le groupe euthymique, au sein d'une même condition. Ce qu'on constate, c'est ces scalogrammes ont été calculés en région préfrontale, frontale ici, et puis ensuite ici en frontale. Ce qu'on constate, c'est un profil fréquentiel différent. On constate qu'il y a une prédominance des ondes plutôt dans la bande alpha, entre 5 et 12 Hz, chez les individus sains, en comparaison aux individus euthymiques, où justement chez les individus euthymiques 1, il y aurait justement une diminution de ces ondes alpha, et plus une prédominance des ondes de plus basse fréquence, notamment les ondes θ et delta,
lors d'un essai et lors de la présentation d'une image à forte valence émotionnelle. Et on retrouve également que chez les euthymiques 1, on va se rapprocher plus du profil des inducins, c'est-à-dire plus avoir un profil où les ondes alpha, enfin, je prends large, mais entre 5 et 12 Hz, 4 et 12 Hz, est plus marqué quand on se rapproche de la ligne médiane en regardant les électrodes de F3 et F4. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est une estimation de source. L'estimation de source, justement, elle se décompose en deux parties. Un problème direct. On essaye justement à partir des sources essayer de calculer le champ produit lors de l'activation électrique. Mais également un problème inverse, c'est-à-dire essayer de trouver la meilleure combinaison possible des sources qui expliquent les résultats et les données qu'on a. Donc l'estimation de source a été faite sur MATLAB. Et une hypoactivation du gyrus préfrontal supérieur chez les euthymiques 1, mais également du gyrus frontal moyen inférieur et en comparaison des autres groupes. C'est ce qu'on voit ici. Donc c'est cohérent avec la littérature et tout le phénomène de dysrégulation émotionnelle qui justement décrit un peu ce phénomène de surcharge cognitive chez les personnes bipolaires qui induirait une hypoactivation du cortex frontal et préfrontal qui explique justement la difficulté à réguler les émotions. Pour compléter justement cette étude de G, comme expliquait Antoine, on s'est aussi intéressé aux résultats de la FNIRS. Donc là, c'est juste une brève explication des pré-traitements. Pour la NIRS, on doit essayer de filtrer le plus de bruit possible, les bruits physiologiques, notamment liés à la respiration, mais également à la fréquence cardiaque. Donc il y a toute une pipeline de traitement qui a été faite pour justement d'enlever ces artefacts. L'étude s'est faite sur SPM, mais également aussi grâce à Homer3 et Atlas Viewer, qui nous a permis justement de designer un peu le probe, le template de nos optodes, qui sont du coup placés vraiment en frontal, dans les régions d'intérêt, en frontal et préfrontal. Et on a pu dresser justement une carte des régions d'intérêt. Donc, à partir des données brutes, les logiciels nous permettent justement de calculer la densité optique qui est directement liée à l'intensité transmise qu'on reçoit grâce à la NIRS. Et grâce à notamment la loi de Beer-Lambert, à partir de justement ces densités optiques, on peut retrouver la concentration en oxyhémoglobine et désoxyhémoglobine qui est induite lors de la tâche fonctionnelle. Donc là, vous avez un exemple justement des réponses hémodynamiques en resting state, donc en tâche de repos chez les euthymiques. Donc les résultats qu'on a pu trouver sur la NIRS, c'est une activité significativement plus élevée en région frontale lors de l'apparition d'images à valence neutre en comparaison avec des images positives ou négatives. Donc en fait, on retrouve d'un autre aspect un peu ce que décrit la littérature, dans le sens où quand la dimension émotionnelle est neutre, vide, le système des émotions n'est pas perturbé, on retrouve une activation, ici c'est une suractivation, mais on pourrait la comprendre comme une activation normale, alors que quand le système des émotions est perturbé, par exemple lors d'émotions saillantes positives ou négatives, cette activation du cortex préfrontal est diminuée. Donc c'est cohérent avec la littérature et qui est aussi cohérent avec ce qu'on a pu trouver en EEG. C'est Antoine pour la dernière partie. Merci Mohamed. Donc, et effectivement, alors, pour discuter un petit peu, pour finir sur notre recherche, ce qui nous interpelle quand même, c'est les résultats de cette tâche, notamment le fait qu'on ne trouve pas de différence significative en intragroupe interconditions chez les personnes qui ont un trouble bipolaire de type 1. On ne s'attendait pas forcément à ça. Ce qui est très surprenant aussi, c'est les résultats qu'on obtient chez les apparentés au premier degré, qui sont a priori, qui n'ont pas de maladie psychiatrique et qui pourtant ont de grosses difficultés à réaliser cette tâche, puisqu'ils sont significativement différents en temps de réponse et en taux de réussite par rapport à des sujets sains.
La différence aussi qu'on a objectivée, c'était entre les types 1 et les types 2 de troubles bipolaires, ce qui en fait est confirmé visiblement dans la littérature, où les personnes qui ont un trouble bipolaire de type 1 ont plus de difficultés cognitives, ont plus de troubles cognitifs, et ça serait même du coup un facteur de risque de troubles cognitifs. Donc ça correspond avec nos résultats, en tout cas pour la tâche. Hop. Pour ce qui est des résultats, alors c'est encore vraiment des résultats préliminaires, donc on ne peut pas vraiment faire beaucoup de conclusions dessus, mais on a l'impression en tout cas d'une activation différente et d'un scalogramme différent chez les personnes qui réussissent moins bien la tâche, donc les autimiques de type 1, ce qui serait en adéquation avec ces résultats et ce qui serait potentiellement intéressant si ensuite on arrive à les corréler à l'analyse NIRS, et donc à faire en fait une image du couplage neurovasculaire qui serait donc différente chez les personnes qui ont un trouble de type 1 et les personnes du coup saines. Et ça, ok, merci. Voilà, donc là c'était juste la conclusion, du coup, pour dire qu'effectivement on va pousser encore les recherches. Il faut qu'on refasse des analyses sur le plan statistique pour voir si les différences qu'on a vues, elles se confirment, ou plutôt elles s'infirment, elles s'effacent, parce qu'on avait quand même une grosse disparité dans la taille d'effectifs, donc ça peut aussi jouer par rapport aux résultats qu'on a obtenus, mais on est surtout très impatient d'avoir les premiers résultats de machine learning qui se font un petit peu attendre, qu'on n'a toujours pas. Mais qui serait du coup qui serait intéressant étant donné ce qu'on observe déjà un petit peu, en tout cas une intuition qu'on a sur les résultats EEG. Voilà, merci.